Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler du contrôle. Alors, peut-être qu'il faut expliquer un petit peu de quel contrôle on parle. Avoir du contrôle sur le monde, sur soi-même, sur ses comportements, est considéré habituellement comme une très bonne chose. Et donc, des personnes qui peuvent contrôler ce qu'elles font, décider de faire ce qu'elles veulent faire et le faire effectivement, eh bien, ce sont des personnes efficaces. Maintenant, il y a des choses qui se contrôlent et des choses qui ne se contrôlent pas. Ce qui se contrôle, évidemment, ce sont ces conduites qui se contrôlent en fonction d'un certain nombre de capacités que l'on peut apprendre. Donc, ça se travaille, le contrôle de soi, l'efficacité, la qualité du geste, le savoir-faire, tout ça se travaille. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas se contrôler parce qu'elles sont déjà contrôlées par ailleurs. Et c'est le cas du comportement alimentaire. Normalement, le comportement alimentaire est déjà contrôlé par des mécanismes neurophysiologiques et ces mécanismes neurophysiologiques de notre cerveau nous envoient des messages qui nous servent normalement à nous orienter et à avoir un comportement alimentaire adéquat par rapport à nos besoins. Puisque finalement, l'important, c'est d'avoir un comportement alimentaire qui réponde à nos besoins. Et ces messages, eh bien, ce sont les sensations alimentaires. La faim est quelque chose qui apparaît, dont vous prenez conscience, et qui est un message de votre cerveau comme quoi il serait bien de manger pour apporter de l'énergie et des nutriments à votre organisme. Et puis ensuite le rassasiement est un autre message qui vous signale que vous avez suffisamment mangé. Et puis, troisième message, qui est en fait une sorte de non-message, c'est la satiété. La satiété, c'est l'état dans lequel vous êtes quand vous n'avez plus faim et quand donc la nourriture cesse de vous intéresser. Je parle là, évidemment, des situations où vous n'êtes pas en train de manger pour des raisons émotionnelles. Je pense simplement à la situation où vous mangez en fonction de vos besoins corporels. Voilà. Donc c'est déjà contrôlé, et quand vous cherchez à contrôler votre comportement alimentaire, par exemple pour contrôler votre poids, eh bien vous fichez en l'air le contrôle. C'est un peu comme si dans un avion, vous aviez deux systèmes de contrôle, un système de contrôle, un pilotage automatique, et vous-même, le pilote, essayez de contrôler aussi votre avion et rentrer en conflit avec le pilotage automatique. Ça ne donne généralement rien de bon. Donc, pour ce qui est du contrôle du comportement alimentaire, eh bien, donc ça n'est pas une bonne idée, il est déjà contrôlé, et au contraire, vous devez vous mettre au service de votre corps, écouter les messages de votre organisme, de votre corps, et donc c'est votre corps qui contrôle votre comportement alimentaire, ça n'est pas vous-même, vous êtes là pour obéir à votre corps. Donc vous voyez, il faut tout à fait renverser le processus et ne pas considérer que vous pouvez contrôler votre corps pour ce qui est du comportement alimentaire, pour ce qui est par exemple aussi du sommeil. Vous ne pouvez pas contrôler véritablement votre sommeil, dans une certaine mesure, un petit peu, comme le comportement alimentaire aussi d'ailleurs, dans une certaine mesure, un petit peu. Mais majoritairement, il est déjà contrôlé et vous devez obéissance à votre organisme. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire en introduction. Et maintenant, je vais répondre à vos questions, en commençant par celle de Vanille. Se libérer du contrôle n'est-il pas renoncer? J'aspire à retrouver une réelle tranquillité d'esprit vis-à-vis de l'alimentation, mais j'ai l'impression de devoir faire une croix sur mon aspect physique et mon objectif poids. Alors, Vanille, oui et non. Votre remarque montre que vous êtes vraiment dans l'idée que vous allez arriver à contrôler votre poids, et pour contrôler votre poids, vous êtes dans l'idée qu'il faut contrôler votre comportement alimentaire, c'est-à-dire vous limiter, ne pas manger les aliments grossissants et plutôt manger diététique, en tout cas moins de calories, et de cette façon-là,
vous allez atteindre votre objectif poids. Eh bien non, ça risque de ne pas se passer comme ça. C'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. Donc la restriction cognitive, c'est quand on veut contrôler son comportement alimentaire pour contrôler son poids. Et aujourd'hui, et donc en gros, c'est ce qui correspond à finalement un comportement de régime. Hein. Et donc à ce moment-là, eh bien, on sait que ça ne donne rien de bon parce que le contrôle nous échappe. Finalement, le contrôle de votre corps sur votre comportement alimentaire est très puissant. En fait, il est très souple. Il est très souple parce que, en fait, dans un premier temps, vous pouvez contrôler. Vous pouvez décider d'avoir faim et de ne pas manger. Vous pouvez décider de manger alors que vous n'avez pas faim. Ça pose pas beaucoup de problèmes. C'est très faisable. Dans un premier temps. Mais si vous le faites en permanence, plus vous essayez de contrôler, par exemple, plus vous essayez de ne pas répondre totalement à votre faim, de ne pas manger quand vous avez faim, ou quand vous essayez, par exemple, de manger des choses dont vous n'avez pas envie, vous désirez des gâteaux et vous mangez des carottes, eh bien, au début, c'est faisable, mais plus le temps passe, plus ça devient difficile jusqu'au moment où vous allez craquer. Et donc, c'est pour ça que nous ne recommandons pas du tout le contrôle, mais l'obéissance aux sensations alimentaires. Qu'est-ce qui se passe si vous obéissez à vos sensations alimentaires? Eh bien, votre poids va évoluer jusqu'à votre poids d'équilibre. Le poids pour lequel votre corps est programmé. Il y a un poids qu'on appelle le poids d'équilibre qui est préprogrammé dans votre cerveau et c'est le poids auquel votre corps aspire à se stabiliser. Et quand vous écoutez vos sensations alimentaires et que vous mangez en fonction de vos sensations alimentaires, eh bien, votre poids évolue jusqu'à ce poids. La plupart des gens qui veulent perdre du poids sont la plupart du temps au-dessus de leur poids d'équilibre et donc obéir à ces sensations alimentaires leur permet de perdre du poids. Maintenant, il ne leur permet pas de perdre le poids qu'ils désirent. Ce n'est pas eux qui décident de ce qu'est leur poids d'équilibre. Le poids d'équilibre n'est souvent pas d'ailleurs exactement le poids qu'on aurait aimé faire. Mais voilà, on peut perdre du poids, une certaine quantité de poids, jusqu'à son poids d'équilibre, en mangeant sur un mode intuitif, c'est-à-dire en fonction de ses sensations alimentaires. Voilà Vanille. J'espère, Vanille, que vous êtes en début de programme, parce que si vous êtes en fin de programme, ça m'inquiète un peu que vous ayez ce genre d'idée. Mais si vous êtes en début de programme, c'est tout à fait normal, parce que voilà, ce sont des idées qu'on a au départ. Hein. On va contrôler et puis ça va marcher. Mais non, ça risque de ne pas marcher. Alors, Arlène, le jeûne intermittent est-ce un contrôle? Alors, oui, c'est un contrôle, mais ça n'est pas un contrôle problématique. Ça n'est pas un contrôle problématique si après ne pas avoir mangé alors qu'on avait faim, on obéit finalement un peu plus tard à son appétit et que l'on mange en fonction de sa faim et que l'on s'arrête en fonction de son rassasiement. Et à ce moment-là, eh bien, il n'y a pas vraiment de souci. Donc, le jeûne intermittent, je ne le conseille pas parce que si vous faites le jeûne intermittent dans l'idée de maigrir, ça ne marchera pas. Si vous le faites dans l'idée de découvrir vos sensations alimentaires, donc d'exacerber un petit peu votre appétit, votre faim, et donc de mieux ressentir cette faim, et donc à partir de là aussi de mieux ressentir le rassasiement, ça peut être une bonne école pour découvrir ces sensations alimentaires, mais si vous comptez là-dessus pour maigrir, vous risquez d'être déçu. J'ai rarement faim le matin, est-ce un contrôle? Non, ce n'est pas un contrôle. Si vous n'avez pas faim, ce n'est pas la peine de manger. Et ça n'est pas du contrôle, c'est simplement de l'écoute. Vous écoutez votre faim, la faim n'est pas là, et donc, ce n'est pas la peine de manger. Alors, Magali, voici ma question. Pour moi, c'est important d'essayer d'avoir une alimentation équilibrée pour avoir une bonne santé. Donc, j'essaye de respecter certaines règles qui vont dans ce sens. Est-ce considéré comme du contrôle? Alors oui, c'est une forme de contrôle, et ça peut être problématique ou pas. Ça dépend beaucoup comment vous le faites. Est-ce que vous le faites avec souplesse ou pas? Si vous voulez, quand on mange en fonction de ses sensations alimentaires, donc alors c'est quoi les sensations alimentaires? Je l'ai dit tout à l'heure, mais je répète, la faim, donc la faim, le rassasiement
Et la satiété sont le rassasiement global, pour être précis, et la satiété sont des sensations qui dirigent les quantités caloriques que vous absorbez. Donc quand vous avez faim, vous avez besoin de calories. Quand vous arrivez au rassasiement global, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de calories et donc vous pouvez vous arrêter de manger. Et quand vous êtes à satiété, eh bien, vous n'avez pas faim et c'est donc que vous n'avez pas besoin de calories, vous avez absorbé assez. Il y a ce qu'il faut dans votre tube digestif pour vous alimenter, pour alimenter votre corps, pour lui apporter l'énergie nécessaire. Mais il y a encore une autre sensation particulière qu'on appelle les appétits spécifiques, qui est une sensation qui vous fait préférer certains aliments à d'autres. À un moment donné, vous avez envie de telle ou telle chose. Et quand vous en mangez, au bout d'un moment, vous n'avez plus envie de cette chose-là et vous avez envie d'autre chose. C'est ce qui se passe dans un repas d'ailleurs. Hein. Vous avez envie de l'entrée, par exemple, elle vous fait plaisir, et ensuite, eh bien, il y a un moment où cette entrée ne vous fait plus plaisir, le goût de l'entrée eh bien, ne vous satisfait plus autant qu'au départ, et donc vous vous dites, bon, laissons tomber l'entrée, même s'il en reste encore dans mon assiette, c'est pas la peine, je vais passer au plat suivant, qui lui va probablement, s'il est bien choisi, s'il répond à mes attentes, plus me satisfaire. Et donc vous pouvez donc manger différents aliments les uns après les autres, abandonner un aliment parce qu'il ne vous apporte plus de plaisir gustatif et passer à un autre qui vous apporte un nouveau plaisir gustatif. Et puis, dans les repas, si vous avez mangé beaucoup d'un certain aliment à un repas, au repas suivant, peut-être, et au repas suivant au pluriel, eh bien peut-être que cet aliment-là, vous n'en aurez pas tellement envie. Quelquefois, c'est plusieurs prises alimentaires sur le même aliment qui font que, voilà, il y a cette lassitude gustative qui arrive, on n'a plus de plaisir à manger ça, on veut autre chose. Voilà. Eh bien, ce fait de suivre ces appétits, eh bien, nous conduit à manger varié, automatiquement quasiment. Et donc, manger varié, c'est presque automatiquement avoir une alimentation équilibrée. Donc, suivre ses appétits, manger sur un mode intuitif, conduit généralement à avoir globalement, sur la semaine ou sur la dizaine de jours, une alimentation équilibrée. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de se mettre martel en tête. L'alimentation, quand on suit ses appétits, eh bien, s'équilibre d'elle-même. Par contre, si on essaye d'équilibrer son alimentation, par exemple, avoir des repas équilibrés, donc ça veut dire, il faut que je mange tous les bons nutriments à tous les repas. Donc, par exemple, j'ai mangé de la viande avec des légumes, c'est très bien. J'ai mangé une entrée faite de légumes aussi, ça c'est très très bien aussi. Mais il ne faut pas que j'oublie de manger mon calcium, c'est-à-dire mon fromage. Donc, vous voyez, déjà, je raisonne non plus en produits, en aliments, mais je raisonne en nutriments. Donc, je mange mes protéines, je mange mon calcium, etc. Et donc, quand on raisonne comme ça, d'abord, on mange trop, parce que ce n'est pas du tout la peine de manger tous les nutriments à tous les repas. Si vous n'avez plus faim après le plat principal, ce n'est pas la peine de vous forcer à manger du fromage ou un fruit, ou les deux. Donc, vous mangerez du fromage ou un fruit à un autre repas qui va suivre. Par exemple, si vous avez mangé, disons, de la viande avec des légumes à midi, que vous n'avez plus faim, avec des céréales, etc., eh bien, peut-être que le soir, vous aurez envie de fromage. Vous voyez, donc ça se passe comme ça. Il y a cette variété alimentaire qui vous permet d'avoir une alimentation équilibrée. Donc, à trop vouloir équilibrer son alimentation sur un mode cognitif, c'est-à-dire en réfléchissant sur des principes nutritionnels, eh bien, on se complique beaucoup la vie et en fait, finalement, on va manger diététique, ce qui finalement va nous priver d'un certain nombre d'aliments dont on a véritablement envie. Par exemple, j'ai envie de, disons, une pâtisserie,
mais c'est pas sérieux une pâtisserie, c'est pas dans l'alimentation équilibrée, il faut que je mange plutôt un fruit en dessert, et donc je vais me priver de pâtisserie. Alors, on n'est pas obligé de manger des pâtisseries tous les repas, mais se priver systématiquement de pâtisserie, c'est pas non plus une bonne idée si on aime les pâtisseries. Je n'arrive pas, pour le moment, à consommer des aliments gras et sucrés avec tranquillité, car j'ai peur que ça déclenche des compulsions. Eh bien oui, Claire, je comprends très bien votre problème. Vous n'êtes pas du tout la seule dans ce cas-là, puisque à partir du moment où on est dans l'idée du contrôle, on veut contrôler son alimentation pour contrôler son poids, eh bien, les aliments gras et sucrés, qui sont donc très caloriques, font peur. Ça fait grossir, voilà. Et donc, on se dit, on se les interdit depuis si longtemps que on sait bien que ces aliments interdits, qui sont devenus tabous avec finalement tous ces interdits, eh bien, si on y touche, on n'arrive plus à se contrôler, on n'arrive plus à s'arrêter. On est dans un système tout ou rien. Donc, on commence à manger une bouchée, ça peut-être, une bouchée, ça peut peut-être aller. 2 bouchées, 2 bouchées, c'est déjà risqué. Et 3 bouchées, alors on ne peut plus, c'est plus possible. Là, on déclenche une compulsion et on ne peut plus s'arrêter. Alors, notre programme est fait pour vous sortir de là. Et nous allons vous proposer différents exercices pour réintroduire les aliments gras et sucrés, mais pas n'importe comment, pour les réintroduire sans que, que ça se transforme en compulsion. Pour les réintroduire et que vous puissiez en manger normalement, comme les gens qui n'ont aucun problème de poids et d'alimentation les mangent. C'est-à-dire, on mange des aliments gras et sucrés parmi d'autres choses. On ne mange pas que des aliments gras et sucrés. On en mange quand on a envie d'en manger. Et en règle générale, on n'a pas tout le temps envie d'en manger. Vous, peut-être, vous avez tout le temps envie d'en manger parce que vous vous en privez. Donc, on va réintroduire ces aliments gras et sucrés par des exercices. Et ce que je vous demande, Claire, c'est de ne pas brusquer les choses, de ne pas chercher à réintroduire sauvagement les aliments gras et sucrés. Attendez que le programme vous propose des exercices qui sont des exercices contrôlés, qui permettent de les réintroduire de façon progressive et donc sans risque que ça déclenche des compulsions. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir banaliser les aliments tabous, les mettre au même niveau que les autres. Et la question ne sera plus « est-ce que j'ai le droit d'en manger ? Est-ce que ça va déclencher des compulsions ?» La question sera « est-ce que j'en ai envie maintenant ? Ou en ce moment non, là aujourd'hui j'en ai pas spécialement envie, j'ai plutôt envie de ceci, j'ai plutôt envie de cela. » Ou au contraire, est-ce que c'est ça dont j'ai envie aujourd'hui, maintenant, à ce repas ? Donc, voilà, ça va se passer comme ça, en douceur. Alors Claire, voilà, vous complétiez votre question. Comment introduire les aliments sans crainte ? Eh bien, ne vous inquiétez pas, le programme va s'en charger pour vous. Il va vous proposer des exercices qui vont vous permettre de réintroduire ces aliments sans crainte. Ne brusquez pas les choses, ne prenez pas les devants, ne les réintroduisez pas sauvagement. Alors, vous continuez, Claire, à me poser des questions. Parfois, j'ai une envie de manger, je me pose la question, est-ce que j'ai faim ? C'est une bonne question. Quand la réponse est non, souvent, l'envie de manger disparaît. Bon alors, ma foi. Est-ce une forme de contrôle, de restriction cognitive ? Alors, bon, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà. En fait, quand on a une envie de manger, il y a en fait 2 raisons, et seulement 2 raisons, qui peuvent conduire à avoir envie de manger. La première, c'est la faim. Quand j'ai faim, ça me donne envie de manger. C'est assez logique. Et c'est ce que vous dites. La deuxième, ce sont les émotions qui sont pénibles, des pensées qui sont pénibles, et on mange pour calmer ces pensées pénibles et ces émotions pénibles. C'est la deuxième raison qui peut faire qu'on a envie de manger. Alors souvent, ce n'est pas des carottes, ce n'est pas des haricots verts, c'est plutôt des aliments riches en calories. Alors, donc, là vous dites, je me pose la question, est-ce que j'ai faim ? Quand la réponse est non, l'envie de manger disparaît. Écoutez, c'est une bonne nouvelle, mais je ne suis pas sûr que ça marche à tous les coups.
peut-être que si c'est une envie de manger émotionnelle, ça ne disparaît pas si facilement que ça. Et donc, à ce moment-là, eh bien, le programme va vous proposer aussi, si vous êtes une mangeuse émotionnelle, je ne sais pas, hein, peut-être que vous l'êtes, peut-être que vous ne l'êtes pas, c'est pas très clair, votre question est un peu ambiguë, donc je ne sais pas si vous êtes vraiment une mangeuse émotionnelle ou pas, mais si vous l'êtes, on va vous proposer aussi tout un travail sur l'alimentation émotionnelle pour que vous puissiez travailler là-dessus. Alors, finalement, le programme, il y a deux grandes problématiques dans ce programme. Il y a les mangeurs qui sont surtout en restriction cognitive, donc qui sont dans les problématiques parce qu'ils essayent de contrôler, et plus ils essayent de contrôler, plus ils perdent le contrôle. Donc ça, c'est première problématique. Et deuxième problématique, c'est je mange surtout pour calmer mes émotions. Et donc là, ce n'est pas une problématique de contrôle, c'est parce que j'ai besoin de la nourriture, des nourritures riches, des nourritures vraiment comme des nourritures à très haute densité calorique, parce que c'est celles-là qui sont efficaces pour calmer les émotions. Et puis, bien sûr, il y a les gens, et c'est très souvent comme ça, qui ont les deux problématiques en même temps. Ils sont à la fois des mangeurs émotionnels et en restriction cognitive. Et bien sûr, le programme va les aider dans ces deux problématiques. Alors, continuons un peu notre chemin. Dit, des années d'abus de son corps par la nourriture, peut-on corriger vraiment? D'abus de son corps. Ah oui, tiens, c'est une formulation intéressante. Vous avez abusé de votre corps. Ce qui veut dire donc que vous avez brutalisé en quelque sorte votre corps, par exemple, en lui donnant plus à le manger qu'il ne vous le demandait. C'est ça, comme ça que je le comprends. Hein. Alors oui, bien sûr qu'on peut corriger vraiment. Hein. On peut devenir gentil avec son corps. On peut se mettre à l'écoute de son corps. On peut devenir obéissant vis-à-vis des messages que nous envoie notre corps. Hein. Donc à partir du moment où on ne cherche plus à contrôler son corps, à voir notre corps comme une sorte d'objet contrôlable, un peu comme si c'était une voiture par exemple. Hein. Donc, mais au contraire, si on considère que nous nous mettons au service de notre corps pour que notre corps soit heureux, et quand notre corps est heureux, eh bien nous le sommes aussi, hein, eh bien à ce moment-là, la question qui se pose, c'est de quoi mon corps a-t-il envie? Est-ce que mon corps a envie? Est-ce que mon corps a soif? Et donc il faut lui donner de l'eau. Est-ce que mon corps a faim? Et donc il faut lui donner de la nourriture. Et s'il a faim, il a envie de quoi? De quelle nourriture? Hein, qu'est-ce qui lui ferait plaisir à mon corps? Et puis mon corps, il a encore d'autres besoins. Mon corps peut avoir sommeil. Et donc il faut que je crée des conditions où il va pouvoir se reposer et dormir. Mon corps peut avoir besoin d'exercice, hein, parce qu'un corps qui reste immobile en permanence est un corps malheureux. Et donc, quand je me mets au service de mon corps et quand je me pose cette question, de quoi mon corps a-t-il besoin, de quoi mon corps a-t-il envie, eh bien, mais finalement, ma relation à mon corps s'améliore grandement et là, les choses peuvent s'arranger. Emmanuel, comment arriver à oublier tous ces automatismes quasiment ritualisés depuis tant d'années? Alors, tous ces automatismes, je ne sais pas très bien de quels automatismes vous parlez, peut-être les automatismes diététiques, peut-être, manger toujours à la même heure, faire 3 repas par jour, ne pas en faire un 4e, je ne sais pas, quels automatismes. Moi, je pense qu'on peut changer. Hein. Quand on s'aperçoit qu'on a des habitudes qui se sont mises en place et que ces habitudes nous sont néfastes, eh bien, à ce moment-là, on peut construire de nouvelles habitudes. Alors, bien sûr, il y a un effort à faire. Il faut mettre de côté des vieilles habitudes et puis reconstruire des nouvelles, c'est-à-dire mettre en place de nouveaux comportements qui au départ ne sont pas automatiques. Hein. Donc, ils vont s'automatiser peu à peu. Parce que, par exemple, écouter sa faim, eh bien, quand on n'a pas de problème alimentaire, eh bien, ça se fait tout seul. C'est un automatisme. Mais au départ, quand on n'a pas l'habitude d'écouter sa faim, quand on n'a pas l'habitude d'écouter ses appétits spécifiques,
Et quand on n'a pas l'habitude de rechercher le moment du rassasiement pendant qu'on mange, eh bien, ce ne sont pas des automatismes et il va falloir les mettre en place. Et au début, évidemment, ça dérange. Hein. Chaque fois qu'on veut changer des automatismes, ça dérange, mais c'est faisable. Et c'est une bonne chose quand on s'aperçoit que ces automatismes nous nuisent. Nous sommes capables de changer. Alors, Sylvie, le fait de se poser la question avant de manger si on a faim, puis est-ce qu'on est rassasié, n'est-ce pas une forme de contrôle? Eh bien, je ne dirais pas ça. Je dirais que c'est une forme d'obéissance. J'obéis à ma faim et j'obéis à mon rassasiement. Donc, c'est pas moi qui décide si j'ai faim, c'est pas moi qui décide si je suis rassasié. J'obéis à mes sensations alimentaires et ces sensations alimentaires elles-mêmes me sont adressées, ce sont des messages de mes centres de régulation. Ah, c'est pas le bon moment. Oui? Si tu me déranges, là je suis en plein webinaire. Ah, alors, c'est pas sérieux ça de m'appeler en plein webinaire. Bah, je ne devrais pas avoir mon téléphone à côté de moi. Hein. Alors, donc, le fait de se poser la question avant de manger, si on a faim, est-ce que c'est une forme de contrôle? Donc, je vais y arriver, ce n'est pas une forme de contrôle. C'est une forme d'écoute des messages de son cerveau, de ses centres de régulation de la prise alimentaire. Hein. Il y a des centres de contrôle qui contrôlent notre comportement alimentaire et qui régulent notre poids, régulent notre alimentation, et on les écoute ou on ne les écoute pas. Si on ne les écoute pas, c'est là qu'on est dans le contrôle. Julie, comment sortir du contrôle quand ça fait des années qu'il en est ainsi? Ben, Julie, je crois que j'ai déjà répondu. On fait des exercices, on fait les exercices proposés par Line Coaching, et peu à peu, d'exercice en exercice, on va sortir du contrôle et on va entrer dans l'écoute, on va prendre son corps au sérieux, on va considérer que son corps a la parole, qu'il faut écouter ce qu'il nous dit, qu'il faut être gentil avec lui, et que quand on sera gentil avec son corps parce qu'on l'écoute et qu'on fait ce qu'il nous demande, eh bien à ce moment-là, ce corps sera gentil avec nous et sera d'accord pour relâcher un peu du poids qu'il a pris. Finalement, pourquoi il a pris tout ce poids? C'est parce que c'était la guerre entre nous et notre corps. Chacun voulait avoir le contrôle, et cette guerre, eh bien, nous la perdons systématiquement. Notre corps est plus fort que nous. Vanille. Ah, Vanille, oui, vous en êtes à la première étape du programme. Eh bien oui, c'est normal. Donc, vous avez des questions qui sont tout à fait normales à cette étape du programme. Tout va bien. Florence. Se libérer du contrôle serait de revenir à l'instinct animal afin de retrouver l'attrait vers les aliments qui nous conviennent bien. Ouais, on peut dire ça, mais bon, je pense qu'en définitive, notre comportement alimentaire, il y a les deux. Hein. Alors, parce que là, on est en train de parler, là j'ai beaucoup parlé finalement de l'écoute du corps. Mais d'un autre côté, ça n'est pas tout. Nous sommes aussi des animaux sociaux et nous mangeons normalement ensemble sur un mode convivial. La façon normale pour l'être humain de manger, c'est de partager la nourriture avec ses semblables. Et pour partager la nourriture, eh bien, il faut se mettre d'accord sur des horaires, par exemple. Hein, c'est très difficile de partager la nourriture si on n'est pas d'accord sur des horaires. Et donc, si on veut se mettre d'accord sur des horaires, ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour être capable de faire venir la faim à l'heure prévue. Hein, si on a, par exemple, on doit sortir avec des amis le soir pour aller au restaurant, en ce moment on ne va pas tellement au restaurant, hein, mais bon, disons qu'on a un repas prévu pour, disons, 20 heures, eh bien, il faut se débrouiller, idéalement, pour avoir
une bonne petite faim à 20 heures, et pas une bonne petite faim, et pas mourir de faim à 19 heures, ou bien pas non plus avoir une faim qui n'arrive qu'à 21 heures ou à 22 heures. Donc ça, c'est du cognitif, c'est-à-dire on va faire un effort d'organisation, et on est tout à fait capable de faire ça, donc pour finalement, c'est ce qu'on appelle les appétits prévisionnels, donc d'organiser ses prises alimentaires. Donc si je veux avoir la bonne faim au bon moment le soir, il faut que j'organise ma prise alimentaire, par exemple, au déjeuner. Qu'est-ce qu'il faut que je mange au déjeuner? Ou bien, si la faim revient dans l'après-midi, qu'est-ce qu'il faut que je mange dans l'après-midi pour qu'il soit suffisant pour que j'ai la bonne taille de faim le soir et qu'il ne soit pas trop pour que je me coupe l'appétit pour le soir. Voilà, des choses comme ça. Et puis, bien évidemment, nous ne sommes pas des animaux sauvages non plus. Nous connaissons la cuisine, nous connaissons le partage des bonnes nourritures, nous sommes attachés aux traditions alimentaires de notre région ou de notre pays, nous aimons la bonne cuisine, etc. Et tout ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans notre comportement alimentaire, qui fait partie du plaisir à manger. Hein. Une nourriture vraiment qui a une valeur culturelle, qui a une valeur familiale, une valeur sociale, que nous partageons avec des amis, nous nourrit mieux. Et pour être contenté et satisfait d'avoir mangé, eh bien, finalement, nous avons besoin de moins que si c'est une nourriture sauvage. Donc, on ne peut pas dire complètement qu'on va revenir à l'instinct animal. En fait, notre comportement, c'est un mélange entre l'écoute du corps et aussi l'écoute finalement, du côté social de l'alimentation. Et on arrive parfaitement, en fait, à combiner les deux. C'est tout à fait possible, comme ce que je vous disais, par exemple, en se servant des appétits spécifiques pour écouter sa faim, mais en même temps prévoir que cette faim doit revenir à telle heure. Alors, Evelyne, lâcher les manettes et laisser faire le corps. Si je résume vos propos, qui sont très éclairants, il me reste beaucoup de travail autour de l'anxiété. Alors, bien sûr, l'anxiété, mettre du contrôle dans ma vie, même si je me soigne. D'accord. Evelyne, alors, ce que vous dites sur l'anxiété, c'est le problème de la nourriture émotionnelle. Hein, si vous mangez en fonction de votre anxiété. Donc, ce sont les envies de manger émotionnelles. Et là, bien sûr, il va falloir aussi travailler sur la problématique émotionnelle, ce que le programme permet. Alors donc, lâcher les manettes, vous voyez, il faut que je sois très clair, on ne lâche pas les manettes d'un seul coup et on ne fait pas n'importe quoi. On fait juste le programme, rien que le programme, tout le programme, et ce sont les exercices additionnés qui vont vous permettre, à la fin du programme, de, entre guillemets, lâcher les manettes. Je n'aime pas trop la formulation, parce que, si vous voulez, les manettes, on les lâche pas comme ça, hein, si vous voulez. Disons qu'on donne la préférence au message du corps, mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne finalement, tout contrôle et que c'est le corps qui prend complètement le contrôle. Voilà. Donc, c'est un mixte. Alors, Nicole, lorsque j'ai envie d'un plaisir à 16 heures, j'essaie de me contrôler, alors je bois pour ne pas manger avec une compulsion grignotée. Pensez-vous que je dois boire pour ne pas grignoter? Alors, boire, ben, ça dépend un peu de ce que vous buvez. Bon, si c'est de l'eau, donc vous buvez de l'eau pour ne pas manger, ça ne marche pas très longtemps ce truc-là, hein, parce que l'eau est absorbée par votre tube digestif très vite et vous ne pouvez pas boire des quantités inouïes d'eau. Hein. Là, vous allez devenir, à ce moment-là, potomane, hein, c'est le terme du trouble du comportement alimentaire des gens qui boivent trop d'eau. Et donc, c'est pas non plus une bonne idée. Donc, le programme va vous permettre d'avoir un plaisir alimentaire à 16 heures, sans pour autant
que ça ne dégénère, et sans pour autant que ça vous empêche de manger des quantités qui sont adéquates par rapport à vos besoins. Voilà. Mais ça va se faire doucement avec le programme. Ne vous en inquiétez pas. Pour l'instant, si vous êtes en début de programme, bon, c'est pas bien grave. Vous pouvez continuer à utiliser ce petit truc de voir s'il marche, parce que moi je suis un peu sceptique, mais bon, voilà, hein, ça peut consoler. Hein. On boit un petit thé, par exemple, et ça console de ne pas manger, je sais pas, des biscuits, par exemple. Bon, enfin, ça console moyennement, hein, entre nous. On a quand même envie des biscuits. D'ailleurs, la plupart des gens prennent des biscuits avec le thé. Alors, Guy, avoir vraiment faim, n'est-ce pas pouvoir manger n'importe quelle nourriture? Eh bien non, on a faim, mais pas de n'importe quoi. Hein, on a faim, donc on constate j'ai faim, et ensuite la deuxième question qui vient, j'ai faim de quoi? De quoi j'ai envie? Hein. Alors, par contre, quand c'est une très grande faim, donc quand vous avez laissé monter la faim très haut, alors là, oui, vous êtes d'accord pour manger n'importe quoi. Hein. Ce qu'il y a, le premier truc, vous allez sauter dessus, parce que la faim est devenue une souffrance, et que manger, c'est mettre fin à cette souffrance. Voilà. Mais on ne conseille pas trop dans notre programme d'en arriver à ce stade-là. Il vaut mieux avoir une faim moyenne et pouvoir se demander, voilà, ben j'ai faim, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Hein. Souvent, on anticipe un peu, hein, parce qu'on les prépare, les repas. Donc, on ne mange pas toujours ce qui fait plaisir, absolument plaisir. Mais si on n'a pas eu ce qu'on n'a pas eu, ce qui nous faisait vraiment plaisir à un moment, eh bien, on en aura encore un peu plus envie plus tard, et donc on le mangera un petit peu plus tard. C'est pas grave de ne pas avoir à chaque repas exactement ce qu'on voulait. Hein. La plupart du temps, quand on partage ses repas, eh bien, il faut s'adapter aussi aux désirs des autres. Mais quand on finalement ne répond pas à ces désirs se renforcent et l'envie de manger ce qu'on n'a pas eu augmente. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on se dit « Ah oui, quand même, j'ai vraiment envie de ça, il faut que je me débrouille pour l'avoir. » Alors, Sylvie, je mange très peu de légumes car je n'aime pas ça. Est-ce un problème? J'ai des triglycérides. Devrais-je m'obliger à manger plus de légumes et moins de gras et de sucre? Quand je me laisse aller à mes envies, j'ai l'impression de ne pas manger équilibré. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, vous êtes dans le contrôle, vous essayez de contrôler votre alimentation, et plus vous essayez de contrôler votre alimentation, et plus vous avez finalement des désirs exacerbés pour certains aliments, ceux qui sont interdits, en gros. Hein. Donc, les légumes sont permis, donc vous n'avez pas tellement envie de légumes, et les produits gras et sucrés sont interdits, donc c'est fou ce que vous avez envie de produits gras et sucrés. Donc, voilà. Mais, comme je le disais tout à l'heure, quand on écoute ces désirs alimentaires, eh bien, ces désirs alimentaires ne persistent pas. Quand on a eu ce qu'on voulait, ben on l'a eu, et on a envie d'autre chose, et donc on se tourne vers d'autres aliments. C'est ce que font les gens d'habitude. Hein. Par exemple, prenons les pâtisseries. Eh bien, c'est très rare les gens qui n'ont aucun problème alimentaire et pondéral et qui ont envie de pâtisserie tous les jours. Ou de chocolat, par exemple, même de chocolat tous les jours, où on peut avoir envie de chocolat tous les jours, mais pas beaucoup, hein, un petit peu, 1 ou 2 carrés. Moi, généralement, par exemple, je mange pratiquement du chocolat tous les jours, mais bon, 2, 3 carrés, voilà. Mais pas une tablette. Je n'ai pas envie d'une tablette tous les jours, ça ne me vient pas à l'idée. Hein. Par contre, les gens qui sont à restriction cognitive, bien, eux, ce qu'ils voudraient, c'est une tablette, et peut-être même 2. Hein. Donc, voilà, on n'est pas dans les mêmes catégories. Donc, vous allez faire le programme, Sylvie, et puis, à la fin du programme, sans doute, votre alimentation va-t-elle se rétablir naturellement, on va le dire plus naturelle, et elle va s'équilibrer. Donc, elle va s'équilibrer d'elle-même. Et beaucoup de personnes m'ont dit, par exemple, eh bien, moi, j'étais dégoûté des légumes, j'aimais pas les légumes, je voulais manger des trucs gras et sucrés tout le temps, et les légumes, j'en avais vraiment pas envie. Je me forçais à manger des légumes parce que c'est des produits de régime,
mais plus je mangeais de légumes et moins j'en avais envie, et moins je mangeais de chocolat et plus j'en avais envie. Donc ça ne marchait pas. Et maintenant que je me sens libre par rapport au chocolat et que je sais que je peux en manger quand je veux, eh bien j'en mange quand je veux, mais je m'aperçois que j'en mange pas tout le temps parce que j'en veux pas tout le temps. Et que par contre, les légumes, eh bien, l'autre jour, je me suis surpris à avoir envie, à me dire, bah tiens, des haricots verts avec une petite noix de beurre, bien frais, des haricots verts, eh bien, ben, ça me ferait plaisir. Et là, vraiment, j'en suis resté comme deux ronds de flanc, parce que c'est vraiment la première fois de ma vie que je me dis que j'ai envie d'haricots verts. Donc, vous voyez, Sylvie, les choses sont plus compliquées que ça. Faites le programme, et peut-être que à la fin du programme, vous aurez envie de manger des haricots verts certains jours, et pas du chocolat. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres jours où vous aurez plutôt envie de chocolat et pas de haricots verts, c'est normal. Régis, que faire lorsqu'on a une tendance à la gourmandise vis-à-vis de certains aliments? Eh bien, je vous ai répondu, je crois, c'est tout à fait normal. Quand on a envie, quand on a de la gourmandise vis-à-vis de certains aliments, ben c'est cela qu'il faut manger. Mais pas les manger n'importe comment. On va vous apprendre dans le programme à les manger en les dégustant attentivement, en les savourant et en repérant le moment où la gourmandise s'arrête. Parce que le plaisir à manger un aliment donné, surtout les aliments riches en calories, eh bien, cette gourmandise s'éteint. Le plaisir à manger s'éteint. On n'est pas gourmand indéfiniment. Et donc, on s'arrête. Quand on s'aperçoit que le plaisir est terminé. Donc, vous allez apprendre à faire ça. Pour l'instant, je pense, Régis, que vous n'allez pas y arriver, mais nous avons un certain nombre d'exercices dans le programme qui vont vous permettre d'arriver à ce résultat. Alors, Marie, écoutez mon corps, c'est si difficile. L'idée du poids d'équilibre m'inquiète. J'ai tellement fait le yo-yo dans ma vie que j'ai peur de ne pas le reconnaître. Oh bah, vous n'avez pas besoin de le reconnaître. Ça va se faire tout seul. Bon. Donc, vous allez probablement perdre du poids. Et puis, si vous continuez à manger en fonction de vos sensations alimentaires, il y a un moment où vous allez arrêter de perdre du poids. C'est que vous serez arrivé à votre poids d'équilibre. Alors, peut-être que ce poids d'équilibre ne sera pas entièrement satisfaisant, mais bon, voilà, c'est comme ça. Votre corps a décidé que. Et il faut faire bon gré, mal gré. Voilà, il faut s'entendre avec son corps. Hein. On ne peut pas le contraindre. Barbara, j'imagine que la question du contrôle se prête aussi au sport. Par exemple, au moment où je vous écoute, je ne peux pas faire mon sport, ce qui me contrarie. Là aussi, question de lâcher la question du lâcher se pose, j'imagine. Alors, je n'ai pas bien compris votre question, parce que je ne vois pas pourquoi vous ne pouvez pas faire votre sport. Vous avez une jambe dans le plâtre, ou je ne sais pas, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, évidemment que on peut faire du sport, mais on ne peut pas faire tout le sport. Enfin, ce n'est pas nous qui décidons de nos performances, par exemple. Hein. Et puis, il y a un moment où on arrive au surentraînement. On ne peut pas faire plus de sport qu'on est capable de faire. Est-ce que c'est ça dont vous voulez parler? Je n'ai pas bien compris votre question. Alors, Claire, beaucoup de gens sont dans le contrôle, font attention, sans pour autant faire de compulsions. Est-ce possible, sans réussir à arrêter totalement ce contrôle, d'arriver tout de même? Alors, il y a très peu de gens qui sont totalement dans le contrôle et qui arrivent à maintenir ce contrôle. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens, par exemple, qui arrivent à manger diététique sans dérailler. Hein. C'est très rare. Il y a très peu de gens qui arrivent à perdre du poids et, par exemple, en mangeant diététique, sans qu'à un moment donné, ils perdent complètement le contrôle et reprennent tout. Hein. On considère que les méthodes de régime, qui sont des méthodes de contrôle, donc, échouent dans 90, 85, 90% des cas. Donc ça, il reste 10% des personnes qui arrivent à maintenir ce contrôle indéfiniment. Et souvent, il ne faut pas les admirer, mais il faut plutôt les plaindre parce que ça les met dans un état pas possible. Donc, ce que je disais précédemment, c'est que une certaine forme de contrôle cognitif peut se marier parfaitement avec l'écoute et l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que on écoute
préférentiellement et de façon prédominante ces sensations alimentaires, mais comme on veut aussi avoir un plaisir social, partager la nourriture, manger des aliments qui ont du sens pour nous, qui ont une valeur culturelle et une valeur familiale, eh bien, ça nous conduit à introduire du cognitif là-dedans, donc à nous adapter aux circonstances, et à ce moment-là, donc on fait un heureux mariage entre les deux. Barbara, concernant le rapport du corps, s'il est abîmé par la cellulite et que la simple vue peut provoquer des crises, comment faire? Ah, eh bien voilà, eh bien oui, il va falloir être gentil avec ce corps. Si vous prenez votre corps par la brutalité, eh bien votre corps aussi vous prendra par la brutalité et créera par exemple des compulsions incontrôlables. Donc si vous regardez dans la glace et que vous êtes tellement peu satisfaite de votre corps que ça provoque des crises de boulimie, eh bien, à ce moment-là, il va falloir faire un travail de réconciliation avec votre corps. Je vous rappelle que vous n'en avez qu'un de corps, qu'entre vous, c'est à la vie, à la mort, et que il faut faire avec ce corps. Peut-être que ce corps ne vous plaît pas autant qu'il devrait. Peut-être que ce corps a de la cellulite. Peut-être que ce corps n'a pas exactement la forme que vous voudriez. Mais c'est votre corps, c'est comme ça. Et même si les chirurgiens peuvent rectifier un nez, des oreilles et enlever quelques petits amas graisseux localisés, ils ne peuvent pas transformer complètement votre corps. Donc il n'y a rien qui puisse transformer complètement votre corps et qui fasse que vous ayez un autre corps. Donc il faut vous débrouiller avec ce corps-là. On peut améliorer son corps, par exemple, justement en l'écoutant plus, en prenant plus soin de lui, en faisant par exemple de l'exercice physique, en écoutant plus ses sensations alimentaires. Là, on peut améliorer son corps, mais on ne peut pas changer de corps. Voilà. Donc, voilà, il va falloir faire la paix des braves avec votre corps. Vous pouvez lui demander un certain nombre de choses, mais pour ça, si vous lui demandez des choses, il faut commencer par lui faire des cadeaux. Donc, être gentil avec lui, lui donner de l'exercice, par exemple, lui donner des soins du corps, mieux l'habiller, rendre ce corps aussi joli que possible, par exemple, pour que ce corps retrouve sa fierté. Voilà des choses que vous pouvez faire pour votre corps. Et de cette façon-là, votre corps, vous lui ferez du bien, il vous fera du bien. Nicole, en ce moment, j'ai des envies de petites madeleines. Alors j'en mange 2 et je n'arrive pas à me contrôler. Eh bien, attendez un petit peu, Nicole, pour faire les exercices que nous vous proposons, comme par exemple, il y a un exercice qui est un tournant dans le programme, que moi je considère comme un exercice essentiel du programme, qui est remplacer un repas classique et souvent diététiquement correct par la consommation d'un aliment désiré. Par exemple des madeleines, qui deviennent le repas à ce moment-là. Mais avant d'en arriver à cet exercice, qui n'est pas un exercice qu'on propose en début de programme, il faut avoir fait tout un chemin. Il faut être capable de déguster. Il faut être capable de repérer le rassasiement gustatif. Il faut avoir dédiabolisé les madeleines et plus considérer que les madeleines sont des péchés. Il faut considérer les madeleines comme des aliments ordinaires. À ce moment-là, eh bien, on sort du tabou des madeleines et on arrive à manger les madeleines comme des aliments comme les autres. Donc, quand vous en arrivez à cet exercice va vous apprendre à manger des madeleines comme n'importe quel aliment. On peut se nourrir de madeleines, mais quand on se nourrit trop de madeleines, eh bien, on s'aperçoit que les madeleines deviennent très lassantes. Et ça fait partie de l'exercice aussi de vous en apercevoir. L'exercice est fait et conçu pour que vous vous aperceviez que manger les madeleines est lassant quand on en mange beaucoup ou trop souvent. Voilà, mais vous n'en êtes probablement pas encore là à cet exercice-là. Faites des exercices, ne vous occupez pas des madeleines pour l'instant, ou alors n'en mangez qu'une. Donc, il faut que pour que vous puissiez en manger qu'une, si vous êtes en début de programme, eh bien, il faut que vous n'en ayez qu'une. Il faut donc vous être débarrassé de toutes les autres madeleines que vous avez et pas les avoir sous la main. Alors donc, il faut les mettre à la poubelle, par exemple.
Voilà, Nicole. Florence, je ne me prive pas et aucune restriction, donc pas de contrôle. Pourtant, toujours envie de chocolat, ainsi que de gâteaux au chocolat, alors j'en mange souvent. Et donc, je ne maigris pas. Non, désolé, Florence, vous ne maigrissez pas. C'est pas parce que vous mangez des gâteaux au chocolat, c'est parce que vous mangez plus de gâteaux au chocolat que vous n'avez d'appétit. Et donc, ce que vous ne repérez pas, c'est le rassasiement avec le chocolat, le rassasiement gustatif avec le chocolat ou avec les gâteaux au chocolat. Et si vous mangez trop de gâteaux au chocolat, ou bien si vous ne mangez pas trop de gâteaux au chocolat, mais qu'aux autres repas, eh bien, vous mangez trop, eh bien, ce qui compte, c'est le trop global. Hein. Ce n'est pas le trop des gâteaux au chocolat. C'est ce que, si vous mangez globalement trop dans la semaine, c'est même pas la journée, c'est la semaine, si vous mangez globalement trop dans la semaine, vous ne maigrissez pas et même vous grossissez. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut que vous travaillez, Florence, et le programme va vous permettre de le travailler, c'est repérer le rassasiement gustatif, le moment où on atteint la lassitude par rapport au chocolat ou par rapport au gâteau au chocolat, hein, et on atteint cette lassitude que si on déguste, parce que si on mange très vite, on ne l'atteint pas, on ne se rend compte de rien, on mange beaucoup trop. Hein. Mais donc le problème, je répète, ce n'est pas les gâteaux au chocolat, c'est que vous mangez globalement trop. Muriel. Alors, à force de répondre systématiquement aux EME sans compulsion, j'ai repris plusieurs kilos. Je n'ai pas très bien compris ça. Alors, vous avez des EME et ça vous fait trop manger, c'est ça, hein? Eh bien oui, peut-être, effectivement. Eh bien Muriel, il va falloir travailler sur vos émotions. Donc la solution, vous avez des envies de manger émotionnelles, la solution c'est de travailler sur les envies de manger émotionnelles. Vous avez deux choses importantes à faire. D'une part, il y a un exercice qui s'appelle l'EME Zen, envie de manger émotionnelle zen, hein, donc qui vous apprend à manger en réponse à vos envies de manger émotionnelles, sans faire de compulsion. Et ensuite, si vous avez mangé beaucoup pour calmer les émotions, à attendre le retour de la faim pour remanger à nouveau, ce que vous ne faites pas manifestement. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous allez pouvoir ne pas trop manger globalement, et donc, ça va s'arranger. À condition que vous n'ayez pas des envies de manger émotionnelles permanentes, tout le temps, plusieurs par jour. Hein. Et si c'est le cas, il va falloir travailler sur vos émotions. Il va falloir mieux tolérer vos émotions. Et là, nous vous proposons aussi des exercices qui vont dans ce sens-là, à base en particulier de pleine conscience et avec des exercices aussi de thérapie cognitive sur, par exemple, les pensées automatiques. Donc, tout ça devrait vous aider, Muriel, à vous sortir de l'ornière. Je ne sais pas si je vais arriver à répondre à toutes les questions. Je ne crois pas, d'ailleurs. Je n'arrive pas. Il y a beaucoup de questions ce soir et il y aura beaucoup de questions auxquelles je n'aurai pas répondu. J'ai eu un repas avec mes amis hier, un repas copieux. Je n'arrive toujours pas à me concentrer en groupe sur mon repas. Bon, d'accord, vous avez trop mangé, ok. Vu tous les aliments que j'ai mangés sans les déguster, je suis en train de me dire que j'ai complètement déraillé. Ouais, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que vous mangez globalement dans la semaine. Donc là, comme vous avez mangé beaucoup, on peut penser que vous aurez beaucoup moins d'appétit le lendemain, par exemple, aux repas qui vont suivre, aux repas au pluriel. Donc, vous mangerez moins, peut-être que vous n'aurez pas faim, par exemple, au petit déjeuner. Ou ce matin, vous n'avez peut-être pas eu faim. Et peut-être que vous avez pris votre petit déjeuner quand même. C'était idiot, puisque vous n'aviez pas faim. Et peut-être que vous n'aviez pas non plus beaucoup d'appétit au déjeuner. Vous auriez pu faire un déjeuner très léger, voire vraiment très, très léger. Hein. Donc voilà, quand vous avez mangé beaucoup, eh bien, après, vous avez beaucoup moins faim. Et ça se remet en place tout seul si vous écoutez vos sensations alimentaires. Donc manger beaucoup à certains moments, plus que sa faim, plus que son appétit, c'est une chose normale. Tout le monde le fait. Hein. Tout le monde mange trop au repas de fête. C'est normal. Mais c'est pas grave, parce qu'après, on a moins d'appétit. Donc, on régule sur une semaine. Isabelle, lorsque je mange en EME, souvent la compulsion efface les émotions. Oui, effectivement, c'est fait pour ça.
Sur le moment, je ressens simplement des sensations pénibles, de manque, et je mange pour combler tout ça. Comment faire pour changer ça? Ah, on arrive sur la fin, hein, 5 minutes encore. Comment faire pour changer ça sans pour autant me contrôler? Ce qui ne marche pas du tout avec moi, bah oui, ça ne marche pas. Eh bien, comment faire? Eh bien, faites le programme. Hein. Donc, voilà, c'est le programme, le travail sur les envies de manger émotionnelles et le travail sur les sensations alimentaires qui vont vous permettre de vous sortir de là. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Contentez-vous de faire bêtement les exercices. Plus les gens font les exercices bêtement, sans réfléchir, sans se demander est-ce que c'est ça qu'il faut faire, est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire, oui mais ça m'intéresse pas, oui mais j'aurais mieux aimé un truc exactement pour moi et puis ça me concerne pas, nanana, eh bien moins bien le programme marche. Je vois toujours les aliments gras comme des aliments qui me font grossir. Eh bien oui, ben oui. Donc je ne lève pas encore le contrôle là-dessus. Ben, vous avez raison, Loubna, de ne pas lever le contrôle là-dessus. Parce que pour l'instant, eh bien, vous n'êtes pas prête. Le contrôle se lèvera quand vous arriverez à écouter vos sensations alimentaires. À ce moment-là, le contrôle neurophysiologique prendra le relais de votre contrôle mental. Donc, pour l'instant, vous avez raison, ne levez pas le contrôle, contentez-vous de faire les exercices du programme. Alors, Gaël, le contrôle peut être un moyen de lutter contre l'anxiété. Oui, si on l'enlève et qu'on ne trouve pas d'autres moyens efficaces, ne risque-t-on pas de plonger dans l'anxiété, d'être plus mal qu'avant? Alors, bien sûr, mais c'est vrai que si vous avez beaucoup d'anxiété et que vous vous servez de l'alimentation pour calmer votre anxiété, eh bien, évidemment qu'il faut travailler sur l'anxiété. Et justement, la méditation, la relaxation sont des bonnes méthodes. Si ça ne fonctionne pas pour vous, je vous propose d'en parler à votre coach pour voir qu'est-ce que vous pourriez trouver comme autre méthode pour travailler sur votre anxiété. Il faut travailler sur l'anxiété spécifique, sur les problèmes qui sont spécifiquement les vôtres. Fatima, je suis au tout début de programme. Est-il judicieux de contrôler son alimentation jusqu'au poids voulu, puis de commencer à manger de façon intuitive? Non, ça ne marche jamais. Fatima, très mauvaise idée. Évidemment, beaucoup de gens ont cette idée, mais ça ne marche pas. Quand vous avez perdu par le contrôle, eh bien, vous n'arriverez pas à passer sur le mode intuitif. Il faut être sur le mode intuitif dès le départ. Ce système-là ne marche pas, vous perdrez le contrôle, ça c'est sûr. L'appétit prévisionnel, est-ce que ce n'est pas du contrôle? Oui, c'est une forme de contrôle cognitif, mais qui se marie parfaitement avec l'écoute des sensations alimentaires. Si je ne mange pas des glucides, lents ou rapides avant de me coucher, je n'arrive pas à m'endormir. La nuit, si je me réveille, je dois également manger, sinon je ne me rendors pas. Alors, si manger des glucides lents, c'est-à-dire, moi je ne mange jamais des glucides lents, je mange des pâtes avec du fromage. Voilà, c'est ça que je mange. Ou bien du pain, voilà. Je mange des aliments, je ne mange pas des nutriments. Eh bien, s'il vous faut ça pour vous endormir, ben c'est très bien. Bien que vous n'ayez pas faim. Alors non, si vous n'avez pas faim, c'est pas vraiment la peine. Hein. Bon, mangez ce que vous avez envie. Hein. La nuit, si je me réveille, je dois également manger, sinon je ne me rendors pas. Ça fait de nombreuses années. Oui, je pense que c'est pas vraiment un problème. Occupez-vous, ne vous occupez pas de ce qui se passe la nuit, ne vous occupez pas de votre sommeil, occupez-vous de ce qui se passe la journée. Occupez-vous de manger la journée en fonction de votre appétit et en fonction de vos appétences. Et les problèmes de la nuit, souvent, se règlent d'eux-mêmes ensuite parce qu'on a réglé les problèmes de la journée. Si jamais ils ne se règlent pas, il sera toujours temps de s'occuper de vos troubles du sommeil si vous avez vraiment un trouble du sommeil. Mais ce n'est pas du tout forcé. En fait, c'est votre contrôle de la journée qui se répercute sur vos nuits. Bon, là, on arrive au bout, hein, et je crois que j'ai encore beaucoup de questions.
une dizaine de questions. Et je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes ces questions, mais on arrive au bout de l'heure. Et donc, voilà, ça va s'arrêter tout seul. Au bout d'un moment, ça s'arrête tout seul. Je ne peux pas grand-chose. Donc, ce que je vous propose, pour les personnes à qui je n'ai pas répondu, eh bien, c'est de garder ces questions pour la prochaine fois. Et à ce moment-là, on en reparle. Ou bien dans le chat de demain, là, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Eh bien, vous pouvez aussi me poser ces questions dans le chat de demain par écrit et j'y répondrai aussi. Au revoir à tout le monde et j'espère que mes réponses vous ont aidé à aller de l'avant et à vous décontracter un petit peu par rapport à ce contrôle, à passer dans l'écoute, à prendre soin de votre corps, à l'aimer un peu plus. Plus vous allez aimer votre corps, plus il sera gentil avec vous et mieux il maigrira.